importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Cannes Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri dans la plateforme podcast du Cannes Football Club. Sofiane avec vous et toujours comme d'habitude en ce dimanche ensoleillé, Nilton Georges. Salut Nilton. Bonjour Sofiane, comment ça va? Ça va très bien, merci. Officiellement l'épisode 310 des épisodes du Cannes Football Club. Vous êtes dans l'édition Piri, la meilleure édition de podcast foot de tout Montréal, tout le Québec, tot. Rien de moins, hein? On s'autoproclame, personne ne devrait le faire pour nous. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous écoutez sur soundcloud.com/Cannes Football Club. On est aussi sur Spreaker, faites une recherche pour les mots-clés Cannes Football Club. Et iTunes, très important, Cannes Football Club Plus avec le signe plus. Enregistrez-vous sur iTunes, laissez une note, laissez un commentaire et partagez nos podcasts via différentes plateformes à vos amis, vos collègues, vos ennemis aussi, ça dérange pas. On est capable d'en prendre, hein. On n'a pas juste des amis. On a surtout des ennemis, Nilton, je pense qu'on sait. Vous me connaissez évidemment, Sofiane, le gérant d'estrade, et Nilton, le générateur de remue à con. Mais on commence le podcast. Oh my God! C'est arrivé vite, ça. Boum, Direct. Okay. Direct, mais il faut avouer. T'en dis des conneries, Nilton. Sois honnête, là. Ouais. Mais moi, je le sais. Exactement. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, tout le monde. Puis évidemment, cannefootballclub.com, la page Facebook Cannes Football Club et sur Twitter Cannes Foot Club. Et puis évidemment, vous avez remarqué la page Instagram a pullulé de belles photos. Oui, gros travail d'Alec, donc c'est instagram.com/Cannes Football Club. Eh oui, les millennials, ils savent comment faire les photos et les commentaires, puis les cases, les 15 tags. Avant 140 caractères, c'était juste assez pour communiquer aux jeunes. Maintenant, pas de caractères, juste une photo. Exactement. Wow. C'est magnifique. On est déjà vieux, Nilton. Donc, merci beaucoup d'être avec nous et merci tous d'avoir répondu à l'appel de Nilton sur Twitter, @NiltonGeorges, JORGE, afin de participer avec nous avec le hashtag CCPP. Et on va parler un peu de ce qui passe autour de l'Impact de Montréal. Donc, une petite semaine, hein? Pas trop difficile, okay. Hein? Rien de spécial. Okay. C'est fou, hein? C'est fou la mine d'or que cette équipe-là pourrait donner à des médias qui voudraient vraiment l'utiliser à fond. Là, c'est un sujet, là, c'est immense. C'est un puits sans fond, l'Impact de Montréal. Il y a des trucs. C'est fascinant. Oui, il y a des trucs de nulle part, là. On peut faire des shows et des shows sans arrêt. Comme disent les Américains, the gift that keeps on giving, ça n'arrête pas. C'est complètement fou. Donc là, ce qu'on a raté depuis la dernière fois, le dernier enregistrement, l'Impact a présenté ses joueurs chéris, les nouveaux arrivés qui ont rencontré la presse, notamment la grosse signature en termes de nom, de statut si on veut là, et d'âge, Safir Taider, international algérien. Zakaria Diallo a été présenté, Clément Diop et les autres joueurs qui étaient là, Raheem Edwards, Raitala, et les deux joueurs étaient présents pour la presse pour enfin les rencontrer. Je veux commencer par une question, Nilton. Est-ce que on devrait retirer le numéro 8 de Bernier? Non, je blague, je m'en fous de ça. C'est un vieux sujet. Mais ceci dit, je vais faire une petite parenthèse. Moi, je comprends un peu la réaction des gens concernant le numéro 8 de Bernier. Tu sais, oui, il y a beaucoup de donneurs de leçons, là, mais je comprends c'est quoi exactement ce que des gens ont voulu exprimer. Mm-hmm. Ça fait bizarre de le voir tout de suite comme ça. Tu sais, ça démontre que Bernier est important pour le club. Ça démontre que son numéro est important pour le club. C'est normal que les gens réagissent. Non, c'est vrai, mais c'est correct. Puis la façon que ça a été fait aussi, le fait que Bernier était là pour donner, c'est parfait. Tu sais, ça clôt le sujet. Mais les gens ont le droit de s'exprimer puis de dire ça fait bizarre. Tu sais, tout de suite un numéro 8, ça me fait quelque chose. Oui. Bernier s'exprimer aussi. Oui. Mais là, après, ridiculiser les fans parce qu'ils comprennent pas qu'au soccer on retire pas des numéros, je trouve ça un petit peu, c'est un peu fort là, comme réaction. Non, c'est vrai. Puis le fait qu'il y avait des
des sujets médias sur ça. Je sais qu'on est là pour faire la nouvelle, on est là pour créer des débats, mais je trouve que c'était un peu abusé. Puis juste le tweet de Bernier où il avait dit, il préfère le personnage, une page. Il dit sur Twitter, une page se tourne. Il dit, je préfère vivre dans la comparaison que de mourir dans l'oubli. Donc voilà, la beauté des numéros, ils ont tous une histoire. Et il avait bel bien confirmé que d'autres numéros sont retirés ailleurs dans le foot. C'est pas nécessairement une tradition à la hockey, je sais pas si la NFL ou le baseball le fait, j'en doute fort. Mais je sais que le NHL le font régulièrement pour des grandes stars du sport dans la LNH. Et puis je trouvais un peu l'Impact l'a fait de la meilleure façon possible. C'était mieux d'avoir Bernier qui fasse totalement, qui fasse passer le torchon, qui fasse passer le flambeau, pardon. qui fasse le torchon. Oh là là. Peter Scott. Et en plus, c'est au meilleur joueur possible. C'est exactement le profil de joueur. C'est un numéro 8. Tout est normal. Puis si on donne ce chandail-là à des joueurs de qualité et d'envergure, mais ça fait juste en sorte que, historiquement, ça va aussi rehausser la valeur de Bernier d'avoir porté ce chandail-là. Oui, c'est correct. C'est ça. Puis le club a dit, je pense que c'est via Patrick Vallée, le directeur de la com, qui a dit, on va plus retirer du numéro à partir de maintenant. Les seuls numéros qui sont retirés, c'est des Santis et de Biello. Puis voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, mais les gens ont préféré qu'il lui donne le numéro 8 sans qu'il y ait un transfert du flambeau. Non, ça aurait été bizarre de le donner, par exemple, à Show Me. Exactement. Quoi qu'il arrive, il aurait une controverse, mais là, je trouve que c'était bon. On n'avait pas besoin d'aller au-delà de ça. Au niveau, ça, c'est les arrivées. On va parler un peu plus en détail, analyse tactique et autres. Mais c'est surtout la grosse nouvelle qui a fait baser, c'était le départ de Balou, Jean-Yves Tabla, le départ attendu vers une destination inattendue, le FC Barcelone, notamment l'équipe B, l'équipe réserve du FC Barcelone. Donc Balou est un Blaugrana, officiellement. Transféré pour un montant à 7 chiffres, d'après Vincent Détouche. En devise européenne? Oui, je pense qu'il est en devise européenne. Personne n'a confirmé ça, mais on s'attendrait qu'il y ait une clause de revente une clause de revente, c'est-à-dire que l'Impact va recevoir un pourcentage du transfert si Balou est transféré du Barça à un autre club. Le Barça a mis une clause de 25 millions d'euros sur Balou pendant son premier contrat de 3 ans. Et si son contrat est donné, s'il reçoit une extension de contrat, sa clause de libération sera à 75 millions d'euros. Donc l'Impact pourrait profiter de 0 à 7, 10, 15, 20 millions d'euros peut-être si Balou est transféré, on ne sait pas. On va commencer par jouer un premier match. On va commencer par 0. Mais sérieusement, cette nouvelle-là, c'est surréel. Là. Je suis même extrêmement content que personne m'a dit cette nouvelle-là avant que ça sorte. Je l'aurais pas sorti tellement j'aurais pas cru. T'imagines, là, il y a une semaine, je sais pas comment, mais quelqu'un me dit, Balou, ça s'en vient, il va partir à Barcelone. Même si c'est le B, OK? J'aurais pas osé écrire ça parce que t'imagines, on en parlait tantôt des haters et des ghost followers, comment ils auraient réagi à cette nouvelle-là si c'était pas venu de médias legit. Ouais, celui qui l'a sorti, c'était l'américain Inside Soccer ou Soccer Insider qui l'a sorti quelques minutes avant. C'est impossible de voir venir ce coup-là. C'est ça, on est passé cet été, tu sais, les noms qu'on a entendus, il y a eu Valenciennes qu'on a entendu récemment, on a dit le RC Lens. Ouais. On est passé de ça au top club européen, là, dans les top 5. Là. Il y a une marge, là. Il y a des centaines de clubs entre les deux, là. Je veux dire. Mais ce que je pense, Nilton, c'est improbable que c'est le Barça, mais que des jeunes sont allés partout dans des équipes B et des équipes de jeunes de réserve de grands clubs européens. C'est normal. Moi, c'est le Barça qui m'a étonné. J'aurais été pas étonné si c'était, les seuls deux clubs qui m'auraient étonné, c'était Barça et Real Madrid. Tout autre club m'aurait pas choqué. Chelsea, il n'y aurait pas eu de drame, parce que Chelsea... C'est leur style. C'est leur style à tout le monde. C'est le style à tous les clubs. Le Sporting Club de Lisbonne, Porto, Bayern de Munich. Bayern de Munich, moins peut-être. Les clubs italiens, un peu moins. C'est plus du local ou des pépites comme ils ont fait avec Paul Pogba de Manchester United. Un club comme Monaco. Comme ça. C'est plus le Barça qui les a pris à contre-pied, parce qu'on s'est dit, on ne le voyait pas venir. On savait qu'il était bon, mais bon,
il a eu une saison difficile. L'Impact lui a promis quelque chose, il n'a pas été transféré, il a raté un entraînement, il a été puni temporairement, il est revenu. Après, il a eu une tonne de blessures, donc il a jamais pu se prouver, se remettre, s'excuser entre guillemets. Je mets des grosses guillemets avec le mot excuse pour s'excuser avec ses performances. Quand il est revenu vers la fin, c'était bien de le revoir, puis il avait quelques bonnes minutes, mais bon, c'est dommage, c'est un gâchis pour sa saison 2017 avec l'Impact, mais c'est clair qu'il s'en allait. Donc voilà, donc bravo pour lui, bravo de voir ça. Moi, je suis content pour lui. Et puis, c'est important qu'il aille en Europe, qu'il se fasse payer en euros, que sa stabilité financière soit là, et qu'il apprenne à jouer au foot, de haut niveau, avec le meilleur club de lequel il peut apprendre ça. Même s'il fait 1 an là-bas, puis il transfère ailleurs dans un petit club, il aurait fait 1 an de formation, de post-formation au Barça. Ouais. Donc, si nous, on a acheté déjà un joueur parce qu'il arrivait de la réserve du Real Madrid, il va en avoir d'autres qui vont acheter un Balou parce qu'il vient de la réserve de Barça. Mais il a même Victor Vasquez qui est formé, qui sort du Barça. Exact. Cette étiquette-là est collée à tout jamais là, à Balou. C'est très bien pour lui. Mais moi, je suis encore plus content pour le club. Oui, ça donne Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment pensé au club parce que ça fait tellement de bien à l'Impact de Montréal. Ouais. Ça va faire tellement de bien aussi à la réflexion de Joey Saputo envers son académie. Je veux dire, c'est le meilleur infopub possible pour le club. Ils avaient une situation un peu délicate avec Balou. Il la règle de la façon la plus optimale possible. Tout à fait. Ils ne pouvaient pas régler cette situation-là de la meilleure façon que ça. Maintenant, tous ces communiqués concernant l'Académie de Montréal, sa première phrase, ça va être « On sort des joueurs qui part à Barcelone ». Ils diront pas que c'est pas grave, ils vont dire qu'ils ont sorti quelqu'un pour le vendre à gros prix même. Mm-hmm. Quand on voit les derniers transferts de Barcelone B, c'est du 400 000 €, quelques-uns en 700. Il n'y a pas grand-chose à 1 million d'euros. Quand j'ai fait un peu de recherche, il y avait 2 joueurs du Sporting B qui a été acheté 1 million d'euros. On s'entend que la réputation du Sporting est faite. Quand tu achètes un joueur du Sporting, tu sais qu'il y a un tag de haute qualité. Tout à fait. C'est souvent 75% de la sélection portugaise provient du Sporting. Tout à fait. Donc, acheter Balou, si c'est vrai, à 1 million d'euros, plus un pourcentage de revente, plus des bonus aux performances, c'est le meilleur deal à vie du club. C'est immense. Là. Moi, je suis complètement blasté. Je suis beaucoup plus surpris. Je suis beaucoup plus étonné de la façon que ça s'est terminé que la destination de Balou. Ouais, moi c'est l'inverse. Je savais que ça allait bien finir, mais c'est la destination qui m'a étonné. J'aurais pris n'importe quel club, sauf le Barça et le Real. Mais en même temps, on m'a dit de source sûre que le coach du Barça B voulait vraiment Balou. Maintenant, est-ce qu'il l'a connu d'avant? Est-ce qu'il l'a observé? Est-ce qu'on lui a dit de l'observer? Est-ce que le nouveau agent de Balou a présenté le profil de son joueur au Barça B? Mais c'est sûr qu'on m'a dit Gérald Lopez était très intéressé par son profil. On verra ce que ça va donner. Mais tout ce que je sais, c'est que Balou va s'entraîner avec Messi 1 fois par semaine. Comme tous les jeunes du Barça B, il va jouer avec le Barça B aussi et l'équipe juvénile pour se mettre en forme. Donc bravo pour Balou, bravo pour l'Impact. C'est sûr que ce transfert-là a été fait uniquement sur le potentiel, parce que sur le terrain, Balou n'a pas prouvé qu'il peut aller à Barcelone B ou n'importe quel autre club européen. Oui, quand on regarde Davis en face, comme Canadien, moi, si j'ai le choix, je m'occupe je m'occupe du recrutement de Barcelone. Il y a probablement 10 joueurs. Mais ils ont dû voir quelque chose parce que... de la MLS avant Balou. Parce que ce qu'il a fait au FC Montréal contre des adultes, c'était pas mal quand même. Oui, c'est de la USL, mais je pense que ça a dû le mettre sur le radar de plusieurs clubs. On le connaissait déjà. Tu sais, du moment qu'il a fait des performances en U17, je pense pas mon U20 avec le Canada. Tu sais, t'es sur la map, t'es sur un profil, un scouting report, puis on t'observe pendant des années. Mais oui, en termes de jeu, s'il avait joué beaucoup plus avec l'Impact sans qu'il y ait de blessure, je pense qu'on a dit ah ouais, c'est vrai, il a quand même fait 5 buts, marqué 5 buts, il a joué, il a eu sa poteau d'or 7 ou 8 fois. Ouais, c'est vrai, ouais, ça vaut 1 million de plus. Ça vaut 1 million de plus, ça plus de bonus. Poteau d'or 1 million. Mais puis quand on parle de Balou, ça rejoint 2 questions de nos fans.
On va commencer par Matteo Kovacic avec un Twitter handle qui est vraiment trop long à dire. Donc Matteo Kovacic nous demande... Ah non, pas Matteo, pardon. Nicolas Gicarier, pardon, @Nick Gégari. Après le succès du cas Balou, croyez-vous que FC Montréal est une étape essentielle au développement des joueurs de l'académie? Donc voilà, on revient au débat d'il y a 2 ans, il y a un an. C'est sûr que la discussion FC Montréal est revenue sur la map cette semaine. Tout à fait. C'est officiel parce que beaucoup de spécialistes ont évoqué le FC Montréal comme raison principale à l'éclosion et à la vente de Balou. Mais c'est pas nécessairement une obligation, le FC Montréal. Le FC Montréal est disparu pour des raisons économiques, peut-être de façon temporaire. Mais le développement de Balou aurait pu passer par une autre équipe que le FC Montréal. C'est pas nécessairement l'outil qui est important. C'est ce qu'on fait de nos jeunes joueurs, ceux qui se retrouvent entre l'académie et le niveau MLS. Je peux comprendre pourquoi le club se dit maintenant, au moment de notre développement, on n'est pas encore capable d'assumer un club B. Les clubs B en Europe, c'est assez récent, ça va et ça vient. Au Portugal, les 3 gros Portugais sont revenus avec leur club B. C'est tout récent. Ils ont aussi coupé dans le club B. Il faut aussi une ligue parfaite pour déposer comme ça un club B. Donc, tu sais, oui, éventuellement, peut-être que le FC Montréal va devenir une nécessité parce qu'on se retrouve avec trop de joueurs de l'académie à prêter. Mais pour l'instant, c'est pas, tant qu'à moi, là, il y a des solutions alternatives à un club B pour développer nos jeunes prometteurs. Mais pour moi, cette solution alternative, c'est pas le Fury d'Ottawa. Ça, c'est sûr, là, le partenariat est très... Mais on peut avoir plusieurs clubs amis, hein. Non, c'est vrai, mais le partenariat officiel est vague, honnêtement. Il n'y a aucune garantie de minutes. À un moment, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que, je me dis, maintenant, ils sont revenus au USL, le Fury d'Ottawa. Donc, on se dit, si Thomas Meyer-Giga a très peu joué, avec le Fury d'Ottawa, bon, à quoi ça sert? Est-ce que c'est mieux qu'il s'entraîne avec le groupe pro? C'est ça, parce qu'il se retrouvait peut-être à un niveau trop élevé pour lui. C'est ça le problème. Le FC Montréal, si on en veut un, il faut trouver la bonne compétition pour eux. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, c'est une question d'argent. S'ils l'ont arrêté un an, pourquoi ils vont le refaire? Il faut juste trouver le système, ou à moins que Joey Saputo va avoir des exigences par rapport à l'académie pour produire plus de joueurs prêts à la compétition pro. C'est-à-dire, on peut les intégrer dans un groupe pro de 25 joueurs, ils vont pas coûter cher, et le statut canadien pour la plupart, donc peut-être ils vont pouvoir les intégrer un peu plus facilement. C'est comme Balou, ils l'ont fait jouer à FC Montréal parce que FC Montréal existait, mais s'il n'existait pas, je pense qu'il aurait intégré un peu plus avec le groupe pro en jouant, en faisant quand même des matchs avec les U19 ou les U20, 21. J'ai oublié ce qu'ils ont changé de nom là, puis je me rappelle plus quelles sont les classes. Donc voilà, c'est le débat qui finit jamais, mais quoi qu'il arrive, il faut que le jeune joue. Que ce soit à un niveau amateur, semi-amateur, de jeune, de pro, il faut qu'il joue pour qu'il puisse bonifier son jeu et juste s'améliorer. Aussi simple que ça. Il n'y a pas meilleur remède que ça. Une question de Krimpoff qui nous demande: est-ce la première fois pour la MLS qu'un jeune joueur homegrown est transféré à un club prestigieux d'Europe? Je pense que non. Le nom de Matt... Mais moi, j'ai fait une petite recherche. Je sais pas nécessairement si c'est des homegrown, mais les transferts sortant de la MLS vers les clubs européens, il y en a eu quelques beaux aussi, là. Celui qui a rapporté le plus à la MLS, c'est notre bon vieux Josie Altidore, qui était vendu à Villarreal pour 6,5 millions d'euros. C'est pas mal. C'est pas mal pantoute. Ça date de la saison 2009. Donc, il y en a d'autres comme ça. Plus récemment, il y a le défenseur central qui est parti à Chelsea pour 4,5 millions d'euros, Matt Miazza. Oui, donc, lui c'était vraiment un homegrown. Il est joint à l'académie des Red Bulls en tant que U14, donc on peut dire que il a continué sa formation avec les Red Bulls. Et puis celui qui risque de se produire soit cette semaine ou dans les prochains jours, en tout cas, Jack Harrison. On parle de lui à Stoke peut-être, c'est ça? Ouais, à Stoke, il y a quelques clubs comme ça. Mais lui, c'est pas vraiment un homegrown, c'est un joueur de collège. Ouais, c'est un peu c'est un peu compliqué parce que lui, il avait été développé dans la région de New York. Ouais. Puis à l'époque, je pense que c'est l'année d'expansion de New York City. Ouais. Ils voulaient le signer comme homegrown.
La MLS a refusé, donc il est devenu admissible très jeune, mais admissible au draft. Il a été repêché par le Fire de Chicago et échangé tout de suite après. Pauvre Chicago. Ouais, pauvre Chicago. Donc, tu sais, c'est pratiquement un homegrown. Puis à 7 millions pour la APL, c'est une belle vitrine. Donc oui, c'est tranquillement, pas vite. Les jeunes de la MLS, puis surtout si les Américains peuvent être là présents à la Coupe du Monde de façon régulière, c'est une belle vitrine aussi. On va commencer à vendre leurs joueurs de l'académie. Mais éventuellement, il va falloir qu'on connaisse les montants parce que ça fait partie aussi du marketing. C'est bien beau vendre à Barcelone, mais il faut sortir le chiffre. Là. Ouais, mais il faudra faire des recherches, ça va être compliqué. Là. Ouais, mais tu sais, en Europe, les chiffres ressortent parce que les journalistes, là, il y a des journalistes à temps plein qui font juste ça, quoi. Donc, oui, puis il y a des réseaux de contacts, donc il y a des amis, tu sais, ils ont juste à créer le même phénomène ici, là. Trouve-toi 2-3 amis, 2-3 amis journalistes qui vont te donner tout le temps l'info juste, là, puis ça va faire le travail. Parce que c'est important, tu sais, c'est pas juste la curiosité, là, c'est important qu'il y ait des données solides dans des transactions comme ça qui soient véhiculées dans le public. Non, c'est vrai. Puis s'il y a des administrateurs de clubs qui nous écoutent, vous pouvez nous ajouter sur Twitter et devenir nos amis. C'est de faire un plaisir de parler avec vous et de discuter. Ouais. Mais si vous avez des trop grosses nouvelles, peut-être qu'on va pas les sortir. Ouais, on n'est pas prêt là, parce que les ghost followers, j'aurais pas aimé ça. Là. Ils vont pas suivre ça. Oui. Bon, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une autre question sur les jeux? Est-ce qu'on parle de Matteo, ton préféré? Hein? On pensait pas, rendu au mois de pratiquement février, de parler de Matteo. On commence avec les pros, on y va direct là? Ouais. Il y a Matteo qui demande est-ce qu'on doit donner une chance à Mancuso pour 2018 comme partant, vu ce qu'il a fait en 2016. Et je vais combiner ça avec la question de Stéphane Demers, avec seulement Jackson Hamel et Matteo comme attaquants. Est-ce qu'on est confiant pour la saison et pourquoi? Moi, je ne suis pas confiant, mais je pense aussi que Rémi Garde est en train de chercher un attaquant. Je pense. J'ai pas de nouvelles officielles. J'ai pas envie de te dire des bêtises, mais je suis pas sûr qu'il cherche un attaquant. Et c'est avec toutes les rumeurs que tu as relayées, que tu as compilées par rapport à Mancuso qui faisait le tour de la série B. Ben, je me dis c'est une question de temps qu'il se fasse shipper en Italie. Ouais, il faut qu'il trouve preneur, puis il faut se faire un plaisir à l'Impact pour le shipper en Italie si le club est capable d'aller chercher un attaquant. Parce que là, on entend aussi que l'Impact cherche un autre défenseur central. Donc, on va parler de ça juste après. Mais tu vois, pour Matteo, ça va beaucoup dépendre du cadre tactique que Rémi Garde va vouloir adopter. S'il joue avec un seul avant-centre, Jackson Hamel et Mancuso, c'est assez. Non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Il peut pas se payer, mais ça dépend. Ça va être un vétéran MLS comme troisième option. Ça sera pas. Oui, mais attends. Chercher un titulaire. Mais c'est il quoi peut pas aller chercher un titulaire avec ses deux. Mais regarde Nilton. Avant-centre. Option B, disons. Mais regarde, si tu prends Mancuso et Jackson Hamel, si tu analyses leur profil et leur historique, Mancuso, il a été bon pendant quoi? 7 matchs en 2016? 8 matchs? 10, disons? Allez, on va donner 10 matchs, plus les séries. En 2017, il est très mauvais au début, mais on se dit si le début, c'est pas grave. Il se blesse, il revient, il s'améliore pas. Donc, on n'a aucune idée de ce que Mancuso vaut. Honnêtement, je ne sais pas. Mais dans le sens, la relation Mancuso et l'Impact, c'est win-win. Les deux gagnent dans les deux cas. Soit il est rétabli par Rémi Garde puis il marque 10-12 buts, win. Ouais. Soit il est nul, on le savait déjà. Soit il s'en va durant la pré-saison, soit il s'en va plus tard durant le mercato. Puis voilà, c'est pas grave que cette décision-là va être sur la glace. Oui, je suis d'accord. Tu ne sais pas, si toi et moi on sait pas c'est quoi la vraie valeur de Mancuso après l'avoir vu jouer pendant 1 an et demi, imagine Rémi Garde, il a aucune idée là. D'après nous, Mancuso part avec une longueur d'avance parce que c'est un joueur d'expérience européen, tout ça. Oui, mais... Et il va laisser la bataille entre les deux. Mais Nilton, régler la situation. Nilton, laisse-moi t'interrompre. Longueur d'avance ou pas? Regarde le profil chancelant de Mancuso. Et après, on va voir Jackson Hamel. Tu sais, il se blesse. Il a pas beaucoup d'expérience. Il a marqué pas mal de buts par rapport au temps de jeu qu'il a. Est-ce qu'il peut répéter en tant que titulaire attaquant de pointe? Tu sais, beaucoup de points d'interrogation pour un coach qui se dit que même si le coach a un contrat de 3 ans et qu'il a l'expérience à faire jouer les jeunes avec Lyon, mais c'est quand même des jeunes d'exception avec Lyon. Lui, dans sa tête, le staff, ils disent, non,
on va pas suivre avec ces deux gars-là. Même à moins que les deux performent, ils font de la compétition, il y a trop de facteurs X, c'est très vague, c'est flou, il y a beaucoup de brouillard. C'est pourquoi je m'attends à ce qu'ils prennent un attaquant d'expérience, de bon niveau. Ça va pas être un Drogba. Je ne sais pas trop ça va être qui. C'est un inconnu Siller, c'est un joueur de Ligue 2. Mais moi, je vois pas l'impact de se dire, c'est quoi, Mancuso Jackson-Hamel, il n'y a pas de problème, bon, on va trouver. S'ils font ça, Piatti a intérêt à marquer des buts. Ouais, ça c'est sûr. Mais quand je vois cette position-là où il y a deux gars pour une seule place, et il y a d'autres positions sur le terrain où il y a des manques, puis on n'en parle pas beaucoup, tu sais, le milieu de terrain, là, c'est pauvre. Si on joue à 3 milieux de terrain, on a uniquement 3 titulaires. Oh oui, mais comment dire, on peut pas espérer. Le 11 partant n'est pas encore là. Non, exact. Donc là, il commence à manquer des places, pas seulement européennes, là, mais des places libres où il faut mettre un joueur. Puis la priorité, c'est pas nécessairement un attaquant, un troisième avant-centre pour un seul poste. La priorité, c'est de trouver quelqu'un qui va faire une rotation si jamais on joue à 3 milieux avec Taider, Donadel et Piet. L'année passée, oui, on voulait rien savoir de Hernan, mais Hernan a joué beaucoup de minutes. Et on joue à 3 avec Blairim, tout ça. Il manque de grosses minutes au milieu de terrain. Si on assume qu'il n'y a pas de nouveaux mutants qui arrivent, est-ce qu'on s'attend de voir Louis Belangoyat jouer un petit peu plus? Par défaut. Ça va être que Chaumet ou Belangoyat joue des minutes. Ça va être, c'est pas net. Moi, je veux pas que nos jeunes, je veux pas que nos gars qui sortent de l'académie gagnent leur poste par défaut. Ouais, mais regarde, moi je pense pas qu'ils gagnent par défaut. Je pense qu'il y a des restrictions salariales et de postes, de nombre de postes dans un effectif, que oui, tu vas avoir des gars canadiens de ton académie qui sont là. Par défaut, entre guillemets, parce que il faut remplir des postes. Mais ils prennent les meilleurs. Ils vont pas prendre des gars qui sont nuls. Donc il y a un côté par défaut, mais en même temps, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu veux Raheem Edwards qui joue ou Louis Belanguet? Bon, ils jouent pas nécessairement le même poste et le même style, mais il te reste questionnement à faire. À un moment, le gars se dit, le coach va se dire, ok, il est bon, il est pas bon. Est-ce qu'il peut m'aider? Combien de temps? Remplaçant, titulaire, dans quelle situation? Et aussi, ils sont en train de découvrir leur groupe. Et en même temps, nous, on a hâte d'avoir les premiers matchs amicaux pour voir à quoi ça va ressembler. Parce que il se peut qu'ils nous fassent un 4-4-2. C'est bon. Puis avec Piatti et Mancuso ou Jackson-Hamel, Vargas à droite, à gauche, Raheem Edwards, Piat Taider. Ils vont essayer plein de choses, je pense. Je suis pas mal sûr qu'il va avoir une formation chérie, mais on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'on a hâte de voir des matchs sur YouTube et Facebook Live et voir à quoi ça va ressembler un peu, surtout le tournoi en Floride, et un peu se donner une idée qui va jouer où, parce que ils ont beaucoup de flexibilité dans certains postes et d'autres ils en ont pas. Quand t'as Duval et Petrasso, Petrasso, je pense que c'est lui le latéral droit numéro 1. Duval va être son remplaçant, mais si t'as besoin de faire jouer les deux, tu sais que Petrasso, il est bon dans l'impact, il aime courir, il est offensif, il a un instinct offensif, donc tu peux le mettre devant. Donc tu vois, t'as l'embarras du choix. Mais là, pour Mancuso et Jackson-Hamel, moi, Jackson-Hamel, je crois en son talent. Mais maintenant, c'est une question de voir que ça donne. Il faut que ça joue. C'est assez binaire. Tu joues ou tu ne joues pas. C'est pas compliqué. Il n'y a pas entre les deux. T'es sur le terrain, t'es pas sur le terrain, donc. T'as dit le mot binaire, j'ai décroché. Ah, merci. Merci. Donc c'est un peu par rapport à ça. Et puis bon, en parlant de mercato, en parlant de joueurs de 11 partants, là, on va parler de la rumeur qui préballe. L'info de Bologne qui est quasiment faite, parce que les deux gars de Bologne, Daniele, puis j'oublie l'autre, là, celui qui parle tout le temps sur Twitter. Là. Désolé. Tout le temps, c'est assez vague, mais c'est bien. Non, mais c'est celui qui a sorti la rumeur de base que c'est fait. En tout cas, il y avait Daniel Labenti, puis l'autre qui tweet son collègue. En tout cas, je vais le retrouver, mais ils disent que Paz arrive à Montréal via Bologne. Alexandro, c'est ça. Alessandro, voilà. Alessandro, il va arriver à Bologne via Montréal, de l'Argentine. Donc, il va être acheté par le FC Bologne, puis il passera 6 mois. Ouais, mais 6 mois, 1 an, supposément. Ouais. Je sais que les gens accrochent beaucoup aux 6 mois, mais bon, je veux dire. On verra. Il est là peut-être pour l'année, supposément. Et on va voir ce que ça va donner. Nehuan Paz, qui viendrait pour un prêt
Et surtout sachant que Fischer est blessé. Au départ, c'était pour Montréal. Hein. C'était des gens, après avoir discuté avec un journaliste local en Argentine, on m'avait dit que des gens de l'Impact de Montréal avaient assisté au match de Paz pour le superviser. Donc, au départ, l'idée, c'était de le faire venir à Montréal, puis l'agent, avec chaque agent a ses idées de grandeur. Et des fois, ça fonctionne. Et lui, il n'était pas question de s'en aller qu'un jeune comme ça parte en MLS. Mais bon, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a déjà dit qu'au foot, tout change vite. Hein? Ça change, on sait jamais. Bologne se retrouve avec un surplus de défenseurs incapables de transférer. Donc, l'option Montréal devient l'option la plus logique. Hein? Puis, Joey Saputo aurait beaucoup de mal à voir un gars comme ça qui correspond à un besoin à son club à Montréal à être prêté en Argentine ou ailleurs. Ça se discute, ça se négocie, tout est possible. Donc oui, le premier step, la première étape, ça serait un prêt de 6 mois. Ça donne ensuite toute la flexibilité et le temps nécessaire pour se retrouver avec un plan B, mais c'est pas l'idéal. Puis un gars comme ça, si ça va bien à Montréal avec le staff, avec Garde et compagnie, je vois pas pourquoi il va vouloir quitter là. Oui, et surtout que la MLS, comme on voit avec Atlanta et d'autres clubs, devient une vraie rampe de lancement vers l'Europe. Et sachant que le gars, il est son propriétaire à l'Impact, c'est aussi son propriétaire à Bologne, il se dit, si je fais bien, ils vont m'envoyer à Bologne. Ou si je vais bien, Bologne va peut-être me vendre à un autre club. Exact. Je vais même skipper l'étape Bologne. Là. Si je deviens un des meilleurs défenseurs de la MLS, la prochaine étape, ça sera pas Bologne, ça va être quelque chose de plus gros. Il n'y a pas vraiment de problème. Là. Et puis, la nouvelle de Paz pourrait combler l'absence de Fischer pour 4 mois, mais bon, je pense que le staff savait qu'il allait être absent pour longtemps, bien avant. Il aurait une chirurgie sur son péroné? Non, pas en tout cas, au tibia. Il a été opéré au tibia. Mais il a été opéré au tibia, puis il va être absent pour 4 mois. Donc, puis j'avais participé à un petit débat sur Twitter par rapport à la place de Thomas Meyer-Giguer au sein du club pro, puis ça rejoint plusieurs questions. Par exemple, Alec Avendano. Salut Alec. Avec l'expérience de TMG, est-il un futur titulaire? Et aussi, il avait la question de Paz, futur substitut de Michael T, Michael TQC. Est-ce qu'il est partant à la place de Cabrera? Est-ce qu'il y a une excision dans l'objectif d'une défense à 3? Donc, une question de Michael T par rapport à la défense des Paz. Et je fais le lien avec Thomas Meyer-Giguer. Et ce que je trouve important, c'est que ça revient à ce que je disais avec le mot binaire que tu n'avais pas aimé, Nilton. C'est pour un jeune comme Thomas, soit il joue pas. Donc maintenant, si tu vois que l'Impact va peut-être chercher Paz, il va se dire, il est clairement pas dans mon plan d'être dans le top 3. Mais ça peut aller vite. Le Fischer aussi, il est parti loin l'année passée. Là, il est passé de la situation de Thomas à titulaire où les gens le réclamaient. Donc, c'est correct aussi de garder un jeune comme ça, sans pression dans le club, les entraînements. 3-4 mois plus tard, si une occasion se présente, une occasion par défaut, comme Fischer, où il n'y a pas de pression, bang, c'est le moment propice pour une éclosion. Donc, oui, mais le bang, il faut qu'il joue. Je reviens à ce que je m'adresse fois. Il joue pas. Et puis quand il joue, il faut qu'il joue bien, il faut qu'il joue souvent, il faut qu'il s'améliore, il faut qu'il s'habitue. Il va se casser la gueule. Tu sais, Fischer, il avait un bon match. Il y avait des matchs où il se faisait détruire. Tu sais, il faut qu'il joue. Donc, il faut pas s'attendre à la formule magique, boum, c'est bon, parce que c'est beau TMG, puis il vient de Montréal, que genre c'est bon, il va être bon. Tu sais, le staff va se dire, il est bon ou il est pas bon. Point barre. Il n'y a pas d'autre questionnement. Est-ce qu'il peut fitter dans mon système? Est-ce qu'il peut jouer contre ces gars-là? Est-ce qu'il y a une belle chimie avec Diallo, avec Cabrera, avec Paz, par exemple? Donc, à un moment, tu sais, il faut sortir un peu de la fantaisie et des mondes des licornes et se dire, et je parle pas de toi, là, je parle en général, genre l'obsession de vouloir faire jouer J'ai beaucoup de défauts, mais être une licorne, ça n'en est pas. C'est loin d'être d'accord. Clairement pas. Tu sais, j'aime pas ce comportement par défaut, cette réflexion de dire, il est de l'académie, il faut qu'on le fasse jouer. Oui, mais est-ce qu'il est bon ou il est pas bon? C'est pas compliqué, genre. On veut qu'il réussisse, on veut. Balou était meilleur que tous les autres ailiers qui s'appelaient pas Piatti. Donc il jouait. C'était pas compliqué. Mais c'est pas lui qu'on a bien à la fin. Exactement. Il est peut-être meilleur, mais le gars qui est sur le banc, il est parti à Barcelone B, puis celui qui était sur le terrain, il est rendu, San Martin de Johan, je me souviens plus, là. Bref. Andrés Romero. Donc voilà. Donc c'est plus par rapport à ça, genre,
sais, il y a beaucoup de mouvements. Pour répondre à la question du futur, si jamais passe, ça se concrétise, c'est quoi sa place? Est-ce que c'est un titulaire à la place de Cabrera ou c'est un backup à Cabrera? Moi, personnellement, je le vois comme titulaire. À moins qu'il se plante complètement dans le camp d'entraînement et, à l'inverse, que Cabrera élimine toutes ses mauvaises actions et qu'il soit toujours dans ses meilleures dispositions sur le terrain. Parce que Cabrera, quand il est hot, il est très, très hot. Mais il y a des let down. Tandis que Paz, il a l'expérience de la première division d'Argentine. C'est du gros foot, là. C'est pas n'importe quoi, là. C'est vrai. Moi, je pense qu'il y aura une compétition avec l'avantage à Paz. Parce qu'il vient, c'est peut-être un puis le physique aussi. Son physique est impressionnant, là. On va vouloir forcément avoir ces deux tours-là en défense centrale si Paz s'en vient pour être une paire avec Diallo. Non, c'est vrai. C'est vrai, puis, tu sais, on va voir ce que ça pourrait donner par rapport à ça. Là, je pense qu'il a joué 11 matchs en première division en Argentine cette saison, donc c'est pas mal. Donc, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, il y a beaucoup d'interrogations. On attend encore des formations, des matchs amicaux pour vraiment se prononcer sur plusieurs cas douteux. Parce que d'autres cas sont beaucoup moins douteux, comme Raetala à gauche, comme Diallo au centre, comme Taider, comme Piet. Et Piet, j'ai un petit bémol par rapport à lui là, mais à droite, Duval ou Petrasso. Donc, on a des acquis. Il y a quand même des points d'interrogation que le staff, je pense, va combler avec du coaching. Parce que c'est leur job, ils vont coacher. Ils vont mettre en place des situations. Puis un de leurs objectifs, là, ça a été clairement identifié. Oh, j'ai un téléphone. Allô. on va laisser le répondeur embarquer. Allô, Joey? Oui, c'est peut-être Joey qui nous écoute. Oh my God. C'est quoi que j'allais dire, là? Par rapport à la... Dr. Foot va l'aimer, celle-là. Là. On s'entend, là. Il va l'aimer, celle-là. Il va en parler pendant des semaines. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Mais bon. Par rapport à... Il manque des postes, il y a des points Oui, Garde, quand il a été embauché, tu sais, oui, clairement, mettre de l'argent comme ça sur un staff, c'est pour faire les playoffs et le fameux objectif 5 ans, la Coupe MLS, mais ça a été clairement identifié que un des objectifs de Garde, c'est de développer du talent local. Acheter des joueurs, acheter un titulaire de 11 All-Stars, c'est facile de gagner, mais Garde, il doit prendre ces jeunes-là, pas seulement ceux de l'académie, là, des Piet, etc., des Petrasso, puis de les développer à leur maximum de potentiel. Non, c'est vrai. Il va prendre les meilleurs et voir si ces meilleurs-là vont pouvoir l'aider. Aussi simple que ça. Il va pas se poser 15 000 questions. Et lui, il va pousser le plus possible la jeunesse, si ça va l'aider et si c'est bon. Donc, s'ils sont avec lui dans le groupe pro, c'est qu'ils les considèrent comme intéressants, sachant qu'ils n'ont pas voulu drafter des joueurs, repêcher des joueurs du collège. Ils ont plus pris la décision d'aller chercher de l'argent pour avoir plus de flexibilité sur la masse salariale et les transferts. Donc, voilà quoi, ils ont déjà beaucoup de jeunes, même Léo Raetala est assez jeune, Edwards, Jackson Lamel, Belangoyet, Piet, etc. Donc, il y a un certain fond, mais encore une fois, désolé de me répéter 4 fois, mais on verra avec les matchs amicaux pour avoir une idée à quoi ça va ressembler. Tiens, je vais te relancer avec une question de Riyad, justement, parce qu'on a sorti beaucoup de noms. Riyad, mon cousin, 1, 2, 3. 1, 2, 3, viva la... Non, vas-y. Ok, ça va bien. Il nous demande qui pourrait se révéler comme la bonne surprise du groupe, quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourrait faire un beau step-up. Pour être une surprise, il faut que personne ne te connaisse. Donc, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Edwards peut être une surprise. Petrasso peut être une surprise. Raetala, qu'on parle pas beaucoup. Raetala, on parle beaucoup, mais ceux qu'on connaît, Diallo, va voir. Mais lui, on a parlé en masse. Là. Exactement, lui, on connaît son profil. Taider, tu sais ce qu'il va te donner, plus ou moins. Puis, c'est parmi les nouveaux, lesquels on connaît le moins. Moi, j'ai une tendance à dire que Petrasso va peut-être être une belle surprise. Je le trouve intéressant, jeune, parce qu'il peut jouer aussi bien offensivement que défensivement. Il percute, il court. Je pense qu'il est beaucoup plus tactique et technique que Duval, un peu moins brouillon. Donc moi, j'aime bien son profil. Edwards, j'aimais beaucoup en USL quand je couvrais la USL, les matchs du FC Montréal. Donc lui, il était vraiment intéressant. Il jouait des matchs, il était bon. Avec le Toronto FC, il a quand même joué des matchs. Donc c'est assez intéressant. Moi, je penche entre Edwards et Petrasso. Je vais choisir Petrasso comme
une surprise parce qu'on n'en parle pas trop. Mais je pense qu'il a un rôle assez important au sein du club. Moi, j'ai 2 surprises, une positive et une négative, parce que comme dirait Nilton, oh my God. Ma surprise positive risque d'être quelque part dans les buts. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose dans les buts. C'est soit Bush devient extraordinaire, parce que ça se peut encore, là. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut plus apprendre. Mm-hmm. Ou quelqu'un, ou un Beaulieu, etc., pourrait devenir comme l'option numéro 1 rapidement. Parce que rapidement, le staff... Attends, Beaulieu, genre le gardien, là, pas le joueur de hockey, là. Non. Pourquoi tu parles de hockey, là? Pourquoi tu parles de Beaulieu? C'est pas lui, Jason Beaulieu? Oh ouais, je pensais que tu parlais du Beaulieu, l'ex-joueur du Canadien, genre. Mais... Arrête ça, là. Non, mais je te jure, genre, pourquoi tu parles des gardiens aussi longtemps? Mais on s'en fout des gardiens. Donc, moi, une des surprises, ça pourrait arriver de là. Okay, ouais. Le poste de gardien de but, il y a beaucoup de marge de progression, puis j'ai confiance qu'on va en retrouver un peu. L'autre surprise... Je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y a l'excitation autour de Joel Batz, ce qu'il va faire, et qui va s'améliorer. Je suis d'accord, je vois par rapport à ça. Mais j'étais un peu surpris par rapport à parler des gardiens encore, parce que bon... Sinon, ma surprise négative, là, puis j'ai un très mauvais feeling, mais un feeling, mais tellement mauvais, là. Attends, je vais prédire. Il est facile. Tyder. Non, okay, non, lui, c'est bien. Non, lui, ça va bien. Mais présentement, je suis surpris un peu par son attitude. Tu sais, on le voit sur le terrain, on voit avec ses stories Instagram, tout ça, il est en train de prendre une grande place. Non, c'est super. C'est vraiment une acquisition qui me plaît de plus en plus. Moi, je suis très content de jouer ici. C'est bien. Je suis très content, puis je suis content. Ouais. Mais celle qui risque de mal finir, selon moi, là, c'est Vargas. Vargas, là. Pourquoi? Oui, on l'a déjà acheté, là. Il est trop tard, là, pour changer d'idée, là. Il y a des problèmes de justice, on est en dessus. On a perdu la facture, le service à clientèle ne veut plus le reprendre, c'est officiel, donc on est obligé de l'utiliser. Mais lui, là, on sait même pas c'est quoi sa vraie position, là. Il va jouer à droite. Tout le monde nous dit. Il va jouer à droite, mais tout le monde veut qu'il joue au centre. Oh, mais ça permet d'une tonne, on s'en fout. 10 à droite. En amont. Tant que ça, je veux dire, Romero, on l'a essayé au centre, là. C'était une catastrophe, là. Mais l'équipe était une catastrophe aussi, là. C'est vrai. Mais Vargas, là. Ah là. Oui, ça passe sous sa casse. Ça passe sous sa casse, mais tu sais, on voit ces petits YouTube highlights, on se dit, ah ouais, il parcute. Oui, et autour, ils sont beaux, les vidéos. Il parcute, il court. Il y a d'autres vidéos aussi sur lui qui sont un peu moins beaux, mais bon. TMZ Santiago. Mais oui, c'est un peu l'interrogation, mais encore une fois, on aura beaucoup de réponses avec les matchs amicaux. Ah, ok, lui, il fait ça. Ah oui, vivement ces matchs-là. Voilà, lui, il peut faire ça. Lui, il est capable de faire ça. Le staff va jouer 4-4-2, 4-3-3, etc. Donc, ça va être excitant. Mais je comprends, par rapport au doute que tu as, c'est vrai que c'est pas évident. Puis il y a aussi la question de, merci Ray pour la question, 1, 2, 3 Riyad. Puis il y avait la question de Mathieu Machibouzouk. C'est trop tôt pour la saison, alors je demande plutôt, quel joueur va avoir un bon camp pour gagner une place sur le 11 partant? Donc, une prédiction, parce qu'on n'est pas sur le terrain, on devrait demander la question à Nick Martineau, on va l'inviter, je pense, pour qui nous parle pas. On pourrait aller à Miami à la place, ça serait mieux. Je pense que oui. Alors, on va demander à nos conjoints, là, puis on va partir. Et puis, mais qui va gagner sa place? Ben, quel joueur va avoir un bon camp? Je vais mettre Petrasso de côté, parce que pour moi, je pense qu'il va être titulaire. Je pense que Raheem Edwards, c'est mon joker pour... Tu l'aimes, hein, lui? Ouais, j'aime bien. Raheem the Dream Edwards, il est bien. J'ai beaucoup aimé quand j'en regardais USL. C'est pas mal. Il a du talent. Je l'ai aimé quand je l'ai vu en USL. Oh, God, c'est drôle. Quel gros scouting report. Donc c'est ça, je trouve ça assez intéressant. Puis j'aime son style. Puis le dernier qui était bon en USL est parti à Barcelone. Ben exactement. Exactement. Lui il va aller au Madrid, puis c'est parfait. Donc voilà. Moi je pense que c'est lui qui m'intéresse le plus là pour avoir un bon camp et impressionner.
Mais encore une fois, pour la 6e fois dans ce C'est podcast. assez ouvert, hein. Presque tous les postes, l'avant-centre, c'est ouvert, à droite, c'est ouvert, au milieu de terrain. Je veux dire, C'est autant excitant que stressant pour, si t'es un supporter d'une équipe, j'ai dit, ok, on a 8 partants, mais il nous manque 3, mais on sait pas c'est qui. Pense-y, là, on risque de commencer la saison avec une ligne de 4 complètement neuve, là. Les 4 défenseurs, là, de gauche à droite, risquent d'être 4 gars qui étaient pas là l'année passée. C'est spectaculaire. Et le milieu de terrain aussi, à part Piet. Ouais. À manque de Nadal joue. Puis, de Nadal est encore là. Hein. C'est fort. Il faut qu'il soit là parce qu'il nous manque, il manque des bodés. Là. Exactement. C'est fort quand même. Non, il y a une question un peu chienne, là, de Ludwig Philippe qui demande déjà un pourcentage pour mon hashtag no playoff. C'est triste. C'est impossible. Oui, mais on peut faire l'exercice. Mais non, il y a 0 données pour pouvoir établir. Non, il y a des données, justement. C'est 6 positions, OK? On s'entend que Toronto fait les playoffs, on s'entend qu'Atlanta fait les playoffs, on s'entend que... Attends, même si Altidore s'en va à un club américain? Ah non, c'est pas prêt, ça. OK, Toronto fait les playoffs, New York City fait les playoffs. Ouais. Chicago... Les deux New York le font. OK, Chicago, je pense pas. Juste un feeling. Exact. Il reste à peu près 2 positions pour faire les playoffs. 2 pour 1, 2, 3, 2 pour 4, Montréal, 5, Orlando. Pour 7 clubs, c'est beaucoup, ça. Donc, un pourcentage, on se retrouve rapidement autour de 50%, peut-être en dessous. À la base, t'as 60% de faire les séries. Non, pas 60. 6 par 11, c'est vrai. Non, c'est plus 60, c'est juste au-dessus de 50. Mais... ça sera pas si évident que ça. Là. Allez, moi, avec les forces et le recrutement des autres clubs, moi, je donnais un chiffre 31,4%. Une chance sur 3 de faire les playoffs? Oui. 31,4% que l'Impact fasse les playoffs en 2018. Par exemple, sur le recrutement, ça peut augmenter avec, je vous donne un joker d'augmentation pour un avant-centre qui viendrait. De bon niveau. Qui serait peut-être, d'après, j'ai perdu le tweet, d'après une demoiselle qui a tweeté que un Italien quitte et un Macédonien arrive. Donc peut-être c'était pas le Monténégro. Peut-être Monténégro. Allez, des Balkans, on va dire les Balkans. Les Balkans. J'essaie de retrouver le tweet de la dame, du moins mentionner son nom. Comme ça, on va pas dire que je dis des bêtises. Mais voilà, moi je me donne 31,4% que l'Impact fasse les séries avec un bonus. C'est vrai, hein? T'es encore plus sévère que moi. Non. Si tout le monde est à force égale, l'Impact a 54% de chance de faire les séries. Il y a 6 clubs, il y a 11 clubs, 6 places. Donc, à la base, c'est ça. Tu prends aucun autre facteur en compte, juste le nombre de clubs et le nombre de places disponibles en série. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je prends en compte le recrutement, City, ils ont pas pris un Norvégien, là, ou un attaquant norvégien nulle part. Il y a plein de clubs qui ont recruté des joueurs qu'on connaît pas. Est-ce que c'est des faux joueurs? Est-ce qu'ils sont si bons que ça? On va voir. Les Red Bulls, est-ce que ça va vraiment survivre encore une fois? Puis c'est une nouvelle philosophie de jeu aussi, là. C'est des gros changements, ça peut prendre du temps, et on peut se retrouver, les Red Bulls, ils ont échangé. Ils ont de la difficulté aussi l'année passée. C'est pas une garantie non plus, là, les playoffs. Notamment, ils viennent d'échanger avec la chaîne à Orlando. Orlando, ça va être mieux. DC United, ils peuvent finir premier encore. Chaque année, ils changent premier dernier. New England, c'est peut-être un bordel ou pas. Philadelphie, on sait jamais. Philadelphie, c'est comme l'Impact, honnêtement, là. C'est pire. Oui, mais ils se ressemblent beaucoup dans l'inconstance. Oui, on y est presque, on n'est pas loin. Ouais, mais ça fait pas trop rêver, là. Je veux dire, au moins à Montréal, on a Piatti, on a un gros stade, il y a des noms. À Philadelphie, c'est pas facile d'être partisan. Mais dis-toi, on a Piatti, mais là, Philadelphie a quand même fini avec 3 points plus que l'Impact. Donc, juste dis-toi. eux, ils avaient pas Drogba, puis, tu sais, donc, hein? Eux, ils l'ont gagné leur match en main. Ah, c'est vrai. Non, mais ça. Oh mon Dieu. Là, une dernière question, puis je la trouve difficile parce que peut-être que toi, tu connais un peu plus les joueurs de l'académie que moi. Là. On les connaît de nom, mais leur valeur et leur performance sur le terrain, le samedi matin, tu peux pas y aller. Hein? C'est Julien Tessier qui nous demande de quel joueur de l'académie présent au camp pourrait faire le saut vers le club pro. Puis, il faut dire qu'il y a de la place. Là, il commence à avoir des places autant sur les 4 spots de la reserve spot puis le sentimental
spots, il y en a 4 de chaque où on peut signer des joueurs de l'académie. Si je me souviens, il y a le frère à Chouanière, c'est quoi? C'est Mathieu Chouanière qui est là? Ouais. Qui d'autre qui est là? Il y a le défenseur latéral Kinumbe, bref, lui, que j'ai pas beaucoup vu jouer. Mais il y avait une entrevue avec lui à l'Impact Média il y a quelques jours. Oui. Oui, c'est lui. Oui. Il y a l'attaquant Balbi. Oui, Baldi qui est assez intéressant. Lui, il y a beaucoup d'espoir envers lui. Et il y a un autre milieu de terrain, je me souviens pas trop. Tu sais, logiquement. Est-ce qu'on considère Pantémis ou est-ce que le fait qu'il a signé pro, il est déjà signé. Il est plus dans le pool. Okay. C'est un vieux garçon maintenant. Bah oui. Logiquement, pour l'instant, sans savoir plus sur le recrutement, c'est au poste de milieu de terrain qu'on a besoin de joueurs pour avoir des joueurs de rotation, puis assurer des certaines options pour les piètes Donadel. Donc, toi, est-ce que tu en sais un peu plus du côté des joueurs de l'académie? C'est vraiment l'attaquant qui est très, très huppé. Balbi, ouais. Mais il y avait pas Vincent Lamy aussi qui avait des belles statistiques. Il est peut-être plus jeune. Lui, je l'ai perdu de vue. Je pense que c'était un U. Il était beaucoup plus jeune, lui, Vincent Lamy. Mais à moins que. Lui, il a 17 ans, lui. Non, il vient d'avoir 18. Mais je pense pas qu'il est. Je pense pas il est pas au camp. Il est pas au camp. Puis non, je pense pas. Lui, il est encore jeune. Et puis, il était pas parti à Bologne, lui, pour un stage, il y a pas longtemps. Je confonds avec un autre. Je sais que lui était parti en Italie à un moment, peut-être juste quand il était avant de jouer à l'Impact, je pense. Okay. Mais je trouve que certains vont être là pour remplir des places dans le roster, puis s'entraîner. Mais à part ça, il n'y aura pas grand-chose parce que voilà, à moins qu'il y ait vraiment un prodige qui ressort, que bon, c'est personne n'en parle, puis c'est très calme, c'est très possible. Honnêtement, il faudra attendre le camp, puis même ça, à part Balou, personne d'autre n'a vraiment percé tant que ça là. Directement de l'académie en pro. Tu sais, les gars, toute la génération, Lefebvre, Tissot, Jacques Sedamel, Jacques Sedamel, il a attendu 2-3 ans là avant de vraiment jouer, donc il faudra attendre de ce point sûrement. Je voulais commencer un débat avec toi, ou une discussion sur Samuel Piette. Je sais pas ce que t'en penses, parce que je dis pas que j'ai des infos, au contraire, j'ai zéro info, mais j'ai l'impression que gagner sa place, c'est pas si facile que ça. C'est mon impression, et je dis ça pour 2 raisons. Même si Biello était encore là, que l'Impact allait bien, tout ça, il y aura quand même un défi de la 2e saison pour Piette. Une saison pour commencer, complète, tout le monde le connaît, il n'y a pas de surprise. Donc lui, il a prouvé à lui-même et aux autres, c'est bon, je suis vraiment là, je suis pas un feu de paille, puis je suis là pour être votre top dog, votre top bulldog au milieu de terrain. Donc il y avait ce défi-là. Maintenant, t'ajoutes ça au 2e défi, le défi de convaincre Rémi Garde. Est-ce qu'il a besoin de convaincre ou pas? Je ne suis pas sûr, mais j'ai un doute que sa place est aussi Mais tu vois, Piette, je le vois, ça va dépendre vraiment du schéma tactique. Si Rémi Garde veut jouer avec 2 milieux, je pense pas que Piette est capable d'assumer ce rôle-là en combinaison avec Taider. Il a son élément offensif, il est presque absent. S'il veut un schéma tactique avec une sentinelle devant sa défensive, Piette est parfait pour ça. Là. Il est là pour supporter la défense centrale, supporter le défenseur qui va monter, va prendre sa place, que ce soit au centre ou sur les côtés. Il est là pour gagner des ballons, le redonner rapidement à des relayeurs. Ça va. Mais si on veut jouer avec une doublure au milieu, ça commence à faire un peu court parce que Taider, lui non plus, c'est pas un élément offensif si fort que ça. Non, c'est clair qu'ils sont pas remplacés, Djemali. Mais ce qui est intéressant, Djemali n'existait pas avant. Il y avait personne qui avait ce rôle-là. Donc est-ce que c'est présentement, il y a personne d'autre qui peut prendre sa place à Piette. Non, il y a personne d'autre. Et je dis pas qu'il est en danger. Ce que je me dis, est-ce que c'est si automatique que ça? Notamment avec les Lyonnais qui arrivent, qui disent ils aiment jouer au jeu, ils aiment poser le ballon. Est-ce que Piette est capable de le faire? Avec Team Canada au Gold Cup, il jouait bien au ballon, mais est-ce que c'est assez pour ce staff-là? Est-ce que c'est assez d'avoir un bulldog? Je me pose cette question parce que c'est pas aussi automatique que ça. Parce que moi, j'aime beaucoup Piette, là. Je trouve qu'il fait exactement le travail qu'il a besoin de faire. Maintenant, je pense que Rémi Garde va apprendre à l'aimer.
Ouais, moi, j'espère aussi. J'espère qu'il y a Parce pragmatique. que, veut pas, il l'a dit, là, c'est un entraîneur, tu sais, oui, on veut tous du beau jeu, on veut des buts, on veut des belles combinaisons, mais c'est un gars pragmatique et va voir que dans la MLS, tu peux pas avoir 11 ballerines sur le terrain, là. Piet, il va avoir un rôle vraiment essentiel à la stabilité de ce club-là. On l'a vu, dès qu'il est arrivé dans une équipe en catastrophe, il a quand même changé le club, là. Il a donné son élan, sa présence a donné un élan de 4 victoires et mon hashtag No Playoff a été en danger pendant un mois. Donc, il va le voir, là. J'espère que Piet va être en santé pour ses matchs amicaux. C'est un must pour lui, pour se prouver. Non, c'est vrai. Là, je pense qu'il a des blessures au camp, donc il est pas nécessairement 100% avec le groupe. Là, il a recommencé à s'entraîner avec le groupe. Ah, c'est bon. Okay. Donc, déjà, c'est peut-être pas si sérieux, c'était peut-être juste en précaution. Est-ce que c'est une exclue de Nick Martino? Non? Oh, mon téléphone a sonné, je l'ai pas entendu. OK. Donc, OK, bon, je clôt le débat, je veux juste ouvrir la porte que peut-être que Piet n'a pas la garantie qu'on pense qu'il aura. Il y a vraiment pas grand joueur qui a une garantie sur le terrain, là. Il y a Piatti, il y a Taider, il y a ceux qui viennent de signer parce que c'est tout nouveau, tout beau. Mais même Petrasso et Raitala, c'est pas sûr. Ils peuvent perdre leur poste à tout moment. Bon, ouais, mais au moins, il y a 2 joueurs par poste. Lovitz, Raitala, Petrasso du Val. Donc, tu choisis la saveur du mois, puis tu vois ce qui marche. Ouais, puis si c'est plate pour Lovitz, il a toujours son trophée, là. Il peut regarder son trophée. Puis vous êtes tellement méchant, aucun respect. Zéro respect. Zéro respect. Dernière question. Notre ami Julien Tardif, @TardifJus. C'est qui ce gars-là? Je connais pas. Bon, merci d'être avec nous. on a dit son nom. On a gagné le pari. C'était quoi sa question? LAFC aura quel genre de saison? Plus Atlanta United, thumbs up, ou plus Minnesota United, thumbs down? Ouais, c'est pas facile parce que, tu sais, oui, il y a le gros hype, les noms, mais leur effectif est encore pas mal léger à Los Angeles. J'ai l'impression qu'il leur manque des joueurs. Ils vont avoir un entraînement porte ouverte pour compléter le 11. Non, mais je trouve qu'ils vont bien faire. Juste la défense. Beitashour, Simon, Harvey et Omar Gaber. Genre, est-ce que Latif Blessing, il est défenseur? Je me rappelle pas. Au milieu de terrain, Feilaber, c'est très bien. Bon, il y a Malas. Les playoffs, c'est pas une garantie pour eux non plus. Parce que dans l'Ouest aussi, c'est assez solide. Zimmerman, Zimmerman. Minnesota, ça a été une catastrophe en début de saison. Mais plus ça avançait, là, c'était pas si mal que ça, là. Eux, ce qui leur manquait, c'était pas la profondeur, c'était 2-3 éléments. 2-3, c'est beaucoup, mais 1-2 éléments, wow, puis qui est des game changers. C'est ça qui leur manquait à Minnesota. Là, LA l'ont déjà, ces éléments-là. Il faut juste qu'ils complètent avec des joueurs de rotation puis des titulaires. Oui, MLS. C'est clair, ils ont besoin d'intégrer des joueurs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Puis, ils ont des pièces intéressantes. Phil Harbour, Simon, Zimmerman, Carlos Vela. Donc, il y a du joueur, mais il faut qu'il y ait assez pour faire un top 15 poursuivant en MLS. Mais ils vont se débrouiller. Bob Bradley, ils ont le temps. Les propriétaires, c'est Will Ferrell, puis les autres stars de Hollywood. Ils sont pas pressés. Puis, je pense que ça va bien aller pour eux. Bon, on va terminer cette émission sur cette horrible question de Julien Tardif. C'était assez nul. Il y a vraiment eu le momentum. Donc, merci beaucoup, Nilton, d'avoir survécu 1 heure en parlant de soccer. De soccer, qu'on dit. Soccer, c'est bien plate. Et là, on attend la prochaine semaine. Il va y avoir encore d'autres surprises, hein? Oui, il y aura des transferts, il y aura des départs. Il y aura des choses intéressantes. Puis, c'est quoi le prochain? Le seul match qu'Impact va jouer, c'est contre la Vegas. Ils reviennent mardi, mercredi. Ils reviennent le 30 à Montréal. Et après, ils repartent à Vegas. Après, ils installent les coussins sur le turf. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est une exclue, ça? Ou... Ouais, c'est déjà sorti, là. Ils ont installé des beaux gros coussins, là. Ils sont allés au BMR. Finalement, ils ont trouvé des coussins pas trop chers. T'es bête, t'es con. Comme tes rumeurs, t'es con. Mais ouais, t'as raison, c'est vrai. Il y a le camp, après ils reviennent, après ils repartent pour Las Vegas. Et ils ont le 7 février, ils vont jouer un match amical à Vegas pour ensuite
partir en Floride pour le fameux tournoi là contre Saint Pete. Chicago. Pas Chicago. Chicago, je pense c'est à Vegas. Non, Chicago, match amical en plus qui a été ajouté à Orlando, mais sinon c'est Tampa Bay, Philadelphie et New York City FC. Pour préparer, je pense que c'est après la Saint-Valentin, c'est là où on aura beaucoup plus de visibilité sur les joueurs. Et là, c'est le fameux tournoi où on n'avait gagné aucun match. Oui. Est passé. Mais no panique. Tellement négatif. Le premier indice du No Playoff a commencé à Saint Pete. Excellent. Bon, merci beaucoup Newton. Merci tout le monde d'avoir écouté. SoundCloud.com/Cannes Football Club. Spreaker, recherchez pour Cannes Football Club. Évidemment, iTunes, c'est Cannes Football Club Plus. On va mettre les liens de nos réseaux sociaux dans la description des podcasts. Donc, s'il vous plaît, allez-y, inscrivez-vous à nos réseaux sociaux et au site web pour avoir plus de nouvelles. Et évidemment, à la prochaine, comme d'habitude. Puis, on se tape bon dimanche. Okay, Salut Gérard. Salut Gérard. Merci Newton. Bye.